Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Régis Le Sommier, merci d'être avec nous. La question est évidemment anxiogène. D'abord, est-ce que vous croyez, au-delà de est-ce que vous craignez, est-ce que vous croyez, vous, à la possibilité d'une guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale? Et si oui, quelle probabilité vous donnez à cette question? Alors, c'est une question très grave que vous me posez, Pascal. Je crois qu'il y a aujourd'hui des éléments possibles d'engrenage. Je m'en réfère à cette tribune qui avait été publiée par Henri Guénaud au début de la guerre en Ukraine, en avril 2022, et qui était intitulée « Nous marchons à la guerre comme des somnambules ». C'est-à-dire, en fait, il reprenait à l'époque un historien australien de la guerre de 14-18 qui démontrait le mécanisme ou comment tous ces chefs d'État, comme Nicolas II, le tsar de Russie, etc., Guillaume II d'Allemagne, aucun d'entre eux ne voulait la Première Guerre mondiale. Personne ne voulait 20 millions de morts. Et pourtant, on y est arrivé. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un environnement, je dirais qu'il est aussi volatile peut-être que ce qu'il y avait au moment de la Première Guerre mondiale, où un incident, quelque chose, peut provoquer une réaction en chaîne avec les jeux d'alliance, et on ne sait pas, et ça peut partir. Souvenez-vous de ce missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui était retombé sur un village de Pologne. Ça avait pendant on va dire 24 heures, on s'était dit ça y est, les Russes attaquent la Pologne, voilà. Pays de l'OTAN, article 5, et c'est parti. Donc là, on est dans une situation où moi je vais vous dire, je vais être optimiste parce que avant qu'on y arrive, et puis on reste encore sur le cas de la guerre en Ukraine, sur une guerre conventionnelle, une bonne vieille guerre d'attrition où chaque adversaire essaye d'user l'autre au maximum et de le faire capituler. On reste quand même dans cette situation, mais il y a des puissances nucléaires de part et d'autre. Nous, la France, nous avons 290 têtes nucléaires. La Russie en a, elle, dans ses stocks, plus de 4, j'ai noté le chiffre, 4380 têtes nucléaires dans les stocks russes, dont 1600 têtes déployées. Les Américains en ont un tout petit peu moins. Donc vous voyez quand même, on est face à... Et aujourd'hui, effectivement, les Américains s'accordent avec les Russes pour essayer d'arrêter la guerre en Ukraine. On peut dire que la menace nucléaire n'est peut-être pas aussi importante qu'elle l'était à l'époque où Joe Biden donnait des missiles à longue portée aux Ukrainiens, les autorisait à les utiliser contre la Russie et que la Russie menaçait justement, disait attention, nous on arme l'arme nucléaire. Peut-être qu'on est retombé d'un cran, mais tout est possible aujourd'hui. Je vous propose d'écouter François Bayrou. Et la difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui une très grande défiance de la parole politique. Pourquoi ? Parce que souvent, la politique a crié au loup, au loup, au loup. Et la stratégie de faire peur, on la devine parfois. On l'a vu sur le Covid ou d'autres sujets. Donc, on est toujours en défiance. Mais là, l'instant est grave, sans doute. Écoutez le Premier ministre. Une vision d'une situation historique qui est, à nos yeux, la plus grave, la plus déstabilisée, la plus dangereuse de toutes celles que notre pays et notre continent ont connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose également d'écouter Éric Lombard, ministre de l'économie. Il était ce matin sur France Info. Nous devrons faire plus d'efforts parce que pour nous protéger, pour bâtir cette économie en faveur de la paix et renforcer la défense dans un modèle européen, nous allons devoir dépenser plus d'argent public et donc effectivement, ça imposera plus d'efforts. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous avez un message aux partenaires sociaux qui sont en train de discuter des retraites, voilà, il faut que vous ayez ça en tête au moment où vous négociez l'équilibre du système ? Tout ce débat, en fait, est en train de s'ouvrir. Prise de parole également de Sébastien Chenu, le député du Rassemblement national. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Président de la République qui, lorsqu'il dit que nous devons peut-être un jour imaginer partager notre puissance nucléaire, nous affaiblit. Emmanuel Macron affaiblit la France dans le concert des nations lorsqu'il tient des propos ou des réflexions de ce type-là. Et je pense que c'est nettement plus grave que des procès polémiques qui ne reposent en réalité sur rien.
Régis Le Sommier est avec nous et journaliste, grand reporter. Vous étiez sur le terrain il y a encore quelques semaines. Oui, quelques semaines, vous oui. n'êtes pas retourné sur le terrain depuis combien de temps ? J'y étais il y a 2 mois, j'y étais en décembre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Ce qui est quand même intéressant, parce que par rapport à ces menaces finalement de guerre on dit, quand je prends simplement la parole d'Emmanuel Macron qui dit que potentiellement la Russie peut envahir la Moldavie plus la Roumanie. Jean-Noël Barrot, lui, explique que le front se rapproche. Bon, faut quand même savoir raison garder. Les Russes ont péniblement conquis 200 kilomètres sur les Ukrainiens en 2 ans. On les voit mal traverser la Pologne, l'Allemagne, pour ensuite arriver à Paris. La pause, voilà. Vous restez avec nous. Vous allez pouvoir interroger Régis si vous le souhaitez pour mieux comprendre. À tout de suite. Au 01 80 20 39 21. À tout de suite avec Pascal. Régis Le Sommier qui intervient régulièrement sur l'antenne de CNews et d'Europe 1, qui est un spécialiste international et qui a couvert le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On peut peut-être écouter Olivier Faure. Il disait que l'Amérique n'était plus un de nos alliés ce matin. Nous sommes à un moment de bascule, à un moment où le sort non seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe et même du monde est en train de se jouer. Et que dans ce mauvais remake du bon, la brute et le truand, où Trump cumule le rôle de la brute et du truand, nous avons besoin de marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien, de faire bloc. Alors évidemment, là on est dans un pur discours politique et une part de communication. Je ne suis pas sûr qu'il faille aborder les choses avec si peu de nuances, Régis Le Sommier. Oui, d'autant que quand on regarde la situation sur le terrain, vous me demandiez un petit peu ce qui s'y passe. Si les Américains s'en vont, là, ils ont décidé de bloquer l'aide. Ce qu'on sait, la nouvelle rassurante, c'est que l'Ukraine peut tenir jusqu'à l'été. Donc Trump peut éventuellement changer d'avis et recommencer l'aide. En gros, ce qu'il attend, c'est que Volodymyr Zelensky s'excuse, qu'il vienne, qu'il mette un costard, une cravate, qu'il aille à la Maison Blanche, qu'il dise merci et qu'il signe l'accord. En gros, c'est un peu ce qui a fait avec tout les déraper. territoires perdus. Avec les territoires perdus, évidemment, avec aucune possibilité de récupérer la Crimée. Et donc, pour le moment, on en est là. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est quand on regarde sur le papier, depuis le début de la guerre, les Américains ont fourni 40% de l'aide, 60% les Européens. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait signalé à Donald Trump, vous vous souvenez, dans leur échange. Mais quand on regarde quels sont ces 40% qu'ont fourni les Américains en armement pour l'Ukraine, eh bien, c'est colossal. C'est-à-dire, c'est 70 milliards d'armements. C'est plus que l'ensemble des alliés. C'est des obusiers, des missiles HIMARS, des missiles à longue portée ATACMS qui permettent de frapper la Russie dans la profondeur, des hélicoptères, des drones. Bref, une grosse partie de l'arsenal piloté, utilisé aujourd'hui par les Ukrainiens dans les tranchées là-bas sur le front, provient des États-Unis. Et si cette aide est amenée à se tarir, en aucune manière, quand on entend Olivier Faure dire faire bloc, en aucune manière, l'Europe n'est capable de compenser la perte, en plus du renseignement, je vous passe la surveillance, etc. Tout ce que les États-Unis offrent à l'Ukraine pour lui permettre de tenir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on passe l'été et qu'il n'y a plus d'aide, eh bien fatalement la Russie va avancer et que on va se retrouver dans une situation absolument catastrophique pour l'Ukraine, indépendamment de tout tous les aides qu'on veut bien lui donner. Que veulent les Ukrainiens ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que les Ukrainiens aimeraient la paix ? Ou est-ce qu'ils sont derrière leur chef de guerre ? Alors, quand vous êtes face à un pays qui a combattu vaillamment pendant 3 ans, qui a vu une partie de sa jeunesse mourir, vous êtes avec des familles endeuillées, quasiment aucune famille n'a pas une personne qui a été tuée ou blessée pendant cette guerre. Donc vous avez évidemment le sentiment tout ça n'a pas été fait en vain. Maintenant, l'économie ukrainienne est complètement en lambeaux. L'infrastructure électrique a été complètement détruite ou en partie détruite par les Russes. Il y a un sentiment évidemment de ras-le-bol. Il y a un sentiment aussi que ça ne mène à rien, que progressivement, ce qu'on voit depuis 6 mois, 1 an, c'est que ce sont les Russes qui grignotent village après village, ville après ville, bourg après ville, et qui finalement s'avance, se rapproche du Dniepr inexorablement, et que effectivement il y a une lassitude parce que il y a la conscience que cette guerre
qu'on a peut-être un petit peu survendu aussi médiatiquement. Vous savez, on a souvent chanté les louanges de l'Ukraine, sa vaillance, mais on est face à un peuple qui fait 41 millions d'habitants. Les Russes, c'est 141 millions d'habitants. Il y a un problème de masse critique et dès le début, on aurait pu comprendre que la Russie ne pouvait pas perdre. Frédéric va être avec nous. Frédéric qui peut-être a envie de vous interroger. Mais avant cela, écoutons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, ce matin sur Sud Radio. Est-ce que vous croyez que Poutine est si fort que ça? Il a mis 3 ans, parce qu'on nous dit Poutine va envahir la Pologne. Un tissu de fantasmes. Poutine a mis 3 ans pour gagner 20% de l'Ukraine avec des pertes considérables. L'économie russe est affaiblie. C'est un suicide collectif de la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on cherche une voie de paix? Moi, je cherche une voie de paix. Moi, je cherche une voie de paix. Vers une économie de guerre, pourquoi pas? La question a été posée ce matin à Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il était chez nos confrères de Radio Luxembourg. Il est toujours dans la nuance, monsieur Faure, et c'est ça qui est intéressant. Dans un moment où le sort de notre pays, notre continent est en jeu, ça suppose que chacun en prenne conscience. Je préférais que Bernard Arnault explique qu'il est prêt à mettre une partie de sa fortune au service de la défense européenne, plutôt que de le voir courir à l'investiture de Donald Trump. Ça me paraît être là de l'ordre du patriotisme. Et patriotisme fiscal, c'est accepter l'idée qu'à un moment, effectivement, ceux qui ont plus doivent contribuer davantage. On en est rendu maintenant à demander à ce que Bernard Arnault, pardonnez-moi, on en est rendu à demander à ce que Bernard Arnault consacre une partie de sa fortune à armer l'armée française. Je vous assure, on est quand même dans une drôle de période. Il y a un invité qui est avec nous, un auditeur qui est avec nous, il s'appelle Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Et bonjour vous appelez régulièrement, je pense que vous habitez dans le Nord, c'est bien cela? C'est bien ça. Et vous étiez longtemps boucher, aujourd'hui vous êtes à la retraite alors que votre épouse continue de travailler, me semble-t-il. Ça vous fait sourire, mais bon, c'est une réalité que je décris là. Oui. Vous voulez peut-être... D'abord, est-ce que ça vous intéresse? Quoi, ça vous intéresse? Ma question est stupide. Évidemment que ça vous intéresse, mais est-ce que vous avez le sentiment, et c'est pour ça que je demandais à Régis de faire un peu de pédagogie ce matin, est-ce que vous avez le sentiment de maîtriser parfaitement les informations russes, américaines, ukrainiennes? Écoutez, moi déjà, en niveau information, je regarde quoi? J'écoute Europe 1 et j'écoute CNews. Les autres chaînes nous ont montré que bien souvent c'était des chaînes, des informations partisanes selon le pouvoir qui était en place. Maintenant concernant l'Ukraine, moi qu'est-ce qui me fait peur, c'est quand on voit le vent en guerre Macron qui veut se présenter comme le chef des armées, quand on voit l'état du pays après sa gouvernance, personnellement ça me fait peur. Donc moi la question que je voudrais poser, c'est est-ce cette guerre, est-ce qu'elle serait pas voulue par l'Europe et par le pouvoir français pour cacher leur incompétence? Je m'explique. Il y a de fortes chances que la France soit sous tutelle avec la dette et l'économie française aujourd'hui. On a une Union européenne qui est de plus en plus décriée par les peuples européens. Donc ça aussi, ça va finir par exploser. Donc eux, est-ce que la guerre, une guerre les intéresserait pas pour sauver leur cul? Ah bah, c'est vraiment, là effectivement, c'est une pédagogie différente que vous proposez avec des questions qui sont rarement posées par des interlocuteurs. Mais c'est le charme en même temps de l'interactivité. Et vous posez une question peut-être d'une manière métaphorique, mais qui a une certaine légitimité peut-être, Régis Le Sommier. Que répondez-vous à cela? C'est très cash. On est un peu dans du Trump, c'est-à-dire on dit les choses clairement. Non, je crois pas que cette guerre. D'abord, elle a été déclenchée par Vladimir Poutine en février 2022. C'est indiscutable. On va pas maintenant les raisons et les causes de ce déclenchement de cette guerre sont liées à une expansion toujours renouvelée de l'OTAN vers l'est, contre laquelle Poutine avait averti, discours de Munich en 2007, Budapest, etc., que si on touchait à l'Ukraine, eh bien, il considérait ça comme une ligne rouge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette guerre a des causes, mais elle a été déclenchée par la Russie. Je ne crois pas que l'Union européenne ait déclenché cette guerre intentionnellement, ou en tout cas est aggravée, on va dire, et provoqué la Russie de façon à masquer leur incompétence. Maintenant, ce qu'ils peuvent trouver, et là je comprends ce que vous dites,
limite, ce qu'ils peuvent trouver, c'est que finalement, c'est une manière de se donner bonne conscience aussi, et de cacher peut-être des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, une incohérence en Europe, encore que quand on voit que quand il s'agit de se porter au chevet de l'Ukraine, il y en a qui veulent envoyer des troupes, d'autres qui veulent pas, et que finalement le discours est incohérent, et il n'est pas sorti grand-chose du sommet de Londres dimanche dernier. Eh ben, écoutez, est-ce que cette réponse vous convient, cher Frédéric ? Très bien, très bien, très bien. Mais il n'empêche que, je reviens toujours là-dessus, Macron souffle sur les braises, l'Union européenne, les technocrates de l'Union européenne soufflent sur les braises. Donc voilà, moi je voudrais savoir pourquoi. Parce qu'en plus, franchement, quand on voit l'état du pays sous sa gouvernance, moi le voir en chef de guerre, ça me fait peur. Et ça me fait peur, il va faire quoi? Il va se promener avec un maillot kaki, comme l'autre, comme son pote ukrainien, on va le voir se promener partout, mais vous avez un peu le personnage. Bon, Frédéric dit des choses assez cash finalement, et il est possible que certaines gens se retrouvent dans ce témoignage. Je voulais qu'on écoute Éric Lombard, puisque la question avec laquelle nous avons terminé, c'est vers une économie de guerre. C'est le ministre de l'économie et des finances. Il était ce matin sur France Info. Écoutons-le. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts sur les entreprises parce que à la fin ça pèse sur le travail et sur l'emploi. Et sur les ménages les plus riches alors. Et sur les ménages les plus riches, effectivement, les personnes qui ont une épargne importante, elles doivent contribuer à l'impôt. C'est sur quoi nous réfléchissons. Les gens qui ont une épargne importante doivent contribuer plus à l'impôt. Je vous assure, ça fait peur quand même, ce pays, parce que on est déjà le pays le plus taxé, et ils vont. Si vous avez de l'argent en épargne, faites attention. Hein. Si vous avez plus de l'argent sur des comptes, faites ce que vous voulez, mais surveillez tout cela, parce qu'un jour ils vont arriver et ils vont tout prendre. Absolument. Et puis on est aussi un pays extrêmement endetté. Oui, donc on prend de l'espèce, du coup. On prend de l'espèce. On fait comme ma grand-mère, on met sous le matelas. Non, je pense que si vous avez de la pierre, vous êtes un peu à l'abri. Si vous avez un appartement, ils vont pas vous réquisitionner. Quoi qu'ils sont capables de réquisitionner un jour votre résidence secondaire, parce qu'ils vont vous dire, vous en avez pas besoin. Vous avez une résidence principale, ça vous suffit bien? Non, j'ai ma maison en Bretagne, je la garde. Bon, vous avez reconnu la voix de Géraldine Amand. Je vais remercier Régis Le Sommier, le remercier pour sa précision et sa pédagogie. C'est pas facile, Pascal. Forcément, c'est des sujets un peu complexes qui demandent un peu de temps. Ouais. C'est pourquoi quand un présentateur vous demande de synthétiser davantage, eh bien, il ne faut pas forcément l'écouter. Faut prendre le temps de l'expression, cher Régis. Et il est 11h42 et vraiment, je vous remercie grandement d'être passé par le studio. Merci.